Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Cécile Enroll, auteure de livres et du blog Fais-en un livre. Elle est aussi une ancienne élève de ma formation en rédaction web Liberté et j'ai pu l'interviewer. C'était un vrai plaisir. On parle d'édition, on parle de passion pour l'écriture, des bienfaits de l'écriture bien sûr et de plein d'autres sujets. Suivez-nous, c'est tout de suite. Bonjour Cécile, Bonjour, comment tu vas? mais ça va bien, ça va bien. Alors merci beaucoup, je suis ravie de t'accueillir. Donc tu es auteur aujourd'hui, tu as un blog et tu es une ancienne élève Liberté de ma formation en rédaction web, ce qui n'a aucun rapport avec le fait que tu sois auteur. En tout cas, c'est malheureusement pas grâce à moi que tu es devenue auteur, mais il se trouve qu'en tout cas, on s'est rencontrés par le biais de cette formation Mm. que tu as suivie en 2019. Ouais, je me suis inscrite en février 2019. Ouais. D'accord. Et nous, on s'est rencontrés à Bruxelles en octobre 2019. Mm. Voilà. Et donc là, tu m'as parlé de ton blog, de tes livres, de ta réussite en tant qu'auteur. Et ça m'a interpellée. Et depuis, j'ai suivi ton blog que j'aime beaucoup. Et donc, j'avais vraiment envie de partager avec toutes les personnes qui me suivent et qui adorent l'écriture ton blog et puis ton profil et te poser des questions qui vont, j'espère, intéresser les personnes qui nous regardent aujourd'hui Bah, et j'espère qui aussi. veulent se lancer dans l'écriture. Est-ce que tu veux te présenter? Ah bah, ouais, alors je peux me présenter. Donc, je suis Cécile Enroll. Alors, effectivement, je suis auteure. Je suis également maman et je travaille aussi parce qu'en fait, auteur n'est pas pour moi un métier à plein temps. Donc, j'ai aussi un travail salarié. Et effectivement, j'ai suivi ta formation pendant un bon moment, en fait. Mais je ne suis pas encore rédactrice web parce que je n'ai pas eu le temps de passer à l'action. Mais ceci dit, pour mon blog, ça a quand même été un sacré avantage d'avoir suivi la formation de Lucie Rondelet. Tu as été publié par 3 maisons d'édition différentes. Ouais, alors en fait, si tu veux, je les ai les livres, je peux te les montrer, mais Allez, ça fait vrai comme ça, tu sais, ça fait. vas-y, montre-nous. Alors, le premier, en fait, c'était celui-là. C'était Vladimir et Clémence. Et donc, il est sorti chez Grasset Jeunesse. Donc, ça, c'était en 2015. Et Et c'est après, donc en une BD 2019, ou... là, j'en ai Pardon, sorti. excuse-moi. Oui, vas-y. C'est sous forme de BD. J'ai vu qu'il y avait des illustrations. Alors, non, c'est un album, enfin, c'est un roman jeunesse, mais illustré. Donc, en fait, tu as des super belles illustrations. Et c'est pas moi qui les ai Très faites beau. parce que je sais pas du tout dessiner. Mais sinon, c'est quand même très, très écrit, hein. C'est plutôt pour des bons lecteurs quand même. Tu vois. Mais ouais, effectivement, il est assez illustré. Donc ça, voilà, c'était le premier, celui qui a commencé l'aventure. Et en 2019, j'ai eu la chance de publier 2 livres. Alors, c'est un concours de circonstances, mais il y a eu donc celui-ci, Les enfants terriers de Bonaventure. Là, il est sorti chez Manière Jeunesse en août 2019. Et en octobre 2019, c'est un roman adulte que là j'ai sorti chez Erol. Et donc ça s'appelle Dites-moi des choses tendres. Voilà, Voilà, celui-là, je veux la vie, absolument mon œuvre. le lire. Je ne sais pas si je peux me le faire livrer. Je vais regarder pour le faire livrer en Nouvelle-Calédonie. Je voulais le récupérer en venant en France, mais comme j'ai plus d'avion, je vais me débrouiller autrement et je ne veux pas lire sur tablette. Donc, il existe aussi au format EPUB ou Ouais, électronique. ouais, ouais. Mm. Ok. Alors, donc, tu es auteur, c'est allé assez vite pour toi finalement. Et du coup, tu as créé un blog pour expliquer les techniques, en tout cas, que tu connais d'écriture et pour partir de l'amour de l'écriture à comment être publié. Donc, toutes les étapes depuis l'amour de l'écriture
comme tu dis, ouvrir le carton et déballer les livres avec son nom dessus. J'ai lu que tu disais qu'une personne sur trois rêve d'être éditée. Oui, alors bon, c'est une statistique qui court beaucoup sur Internet. Je ne sais plus qui l'a sorti, mais effectivement, c'est un chiffre qui est beaucoup mis en avant. Alors, ouais, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui rêvent tout au moins d'écrire un livre. Après, être publié, c'est encore autre chose, mais écrire un livre, c'est le rêve de beaucoup de gens. Mais il y a un dicton qui dit que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir eu un enfant, planté un arbre et écrit un livre. Et que si on a fait ces trois choses-là, on a réussi sa vie. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de point commun en fait entre ces trois choses-là. C'est le fait de planter quelque chose et de laisser une trace de son passage sur Terre, finalement, de laisser grandir quelque chose après notre passage. Et donc, voilà. Mais c'est pas anodin finalement, tu vois, parce que écrire un livre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui en ressentent le besoin, l'envie. Donc, ouais. Alors, du coup, ben oui, moi, je fais complètement partie de ces, ces personnes et je suis ta cible, entre guillemets. Le mot est pas très joli, mais en tout cas, je fais partie de ces personnes qui rêvent, qui ont ce rêve dans un coin de la tête et qui n'osent pas ou qui n'ont pas le temps ou qui se disent qu'elles n'ont pas les compétences pour écrire un livre. Du coup, bah, je vais pouvoir te poser des questions, les questions que se posent les personnes qui rêvent d'écrire un livre. Je précise que donc sur ton blog, tu abordes des sujets qui sont assez étonnants, comme par exemple les bienfaits de l'écriture sur le corps. Oui, c'est un des derniers articles. Alors celui-là, il est un peu à part, mais ouais, j'ai vu des études scientifiques qui montraient. Alors, moi, je savais que les bienfaits psychologiques de l'écriture, ils sont avérés. On sait très bien quand on écrit que ça nous fait du bien, que ça nous permet de poser des choses à un endroit. Et quelle que soit la façon dont on écrit, d'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'écrire un livre, c'est juste écrire en fait. Mais j'ai découvert qu'il y avait aussi des bienfaits, mais qui sont vraiment plus que psychologiques. C'est-à-dire que il y a des expériences qui ont été menées et qui montraient que ça améliorait le rythme cardiaque, que ça augmentait l'immunité, des choses comme ça. Donc, c'est quand même assez interpellant. Je trouvais ça assez drôle. Et puis, enfin, ouais, je trouvais ça intéressant. Donc, j'en ai fait un article du coup. Mhm. C'est vraiment intéressant et en plus, moi qui connais par exemple mes élèves en rédaction web qui sont bah, le point commun de tous les élèves, c'est qu'on est tous passionnés d'écriture dans la rédaction web. C'est que quand je lis les présentations sous la vidéo de bienvenue, bah, on aime tous écrire et si on aime, c'est parce que justement on ressent quelque chose, ça nous, ça nous fait nous sentir bien d'écrire. Et d'ailleurs, souvent, certaines personnes s'interrogent sur le fait d'écrire pour les autres. Et d'ailleurs, c'est la grande différence entre l'écriture d'un livre où tu écris vraiment pour toi et pour un public et l'écriture web où tu écris pour quelqu'un d'autre. Et juste, bah, j'en profite pour te poser une question. J'ai des personnes qui me disent, je suis très littéraire, j'adore écrire. Est-ce que la rédaction web ne risque pas de trop me brider dans ma créativité? Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement en tant qu'auteur? Alors moi, je suis très littéraire, de fait. Bon, j'ai fait des études littéraires. Alors moi, j'ai un profil particulier parce que j'ai aussi bifurqué en sciences de l'information et de la documentation à un moment donné. J'ai travaillé dans la communication. Donc, et mon métier, c'est aussi d'adapter l'information à des publics différents. Donc, en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc qui sont liées à l'écriture, mais une façon différente d'écrire. Après, effectivement, en rédaction web, c'est, je pense qu'il ne faut pas être dans l'état d'esprit, je vais raconter une histoire, je vais broder, je vais faire de la littérature. On n'est pas là pour ça. Donc, il faut utiliser les atouts qu'on a, les atouts de littéraire, c'est-à-dire
Je pense qu'on voit plus le storytelling, par exemple, ça nous apparaît un peu plus à nous qui sommes littéraires. Et donc, du coup, ça, on peut un peu l'utiliser, c'est-à-dire qu'on a un atout, on sait mettre en histoire certaines choses. Et je pense que sur les pages à propos, par exemple, on peut vraiment faire la différence. Sur le fameux exercice de ta formation, notamment, il y a vraiment un truc à faire. Donc, voilà, il a marqué beaucoup de gens cet Ah, exercice. alors après coup, je me dis, je suis presque, je me dis, je t'ai corrigé, donc j'espère que je t'ai fait un bon, Oui, un tu bon m'avais fait... retour. ouais, Je j'étais t'avais fait contente. des éloges, ça va alors Ouais. mon. Ouais, et sinon, c'était pas grave, hein, sinon, parce qu'en fait, enfin, j'avais aussi conscience que j'étais pas là pour faire de la littérature. Donc, si tu m'avais dit, ouais, là, en fait, c'est trop littéraire pour de la rédaction web, ça aurait été parfaitement justifié, il n'y avait pas de problème, hein. Ce sont deux exercices différents, complémentaires, mais différents. La seule chose à avoir en tête, c'est que on a des atouts, il faut savoir bien les utiliser, mais il ne faut pas se laisser emporter par la fibre littéraire, il ne faut pas vouloir faire du littéraire à tout prix, parce que les gens, en fait, quand ils atterrissent sur un de nos articles, ils sont là pour avoir de l'information. Alors, si en plus de l'information, ils vivent une bonne expérience de lecture, bah, c'est cool, hein, c'est bien. C'est ce qui va les faire revenir et c'est ce qui va faire qu'ils vont accrocher. Mais quand même, à la fin de l'article ou du post, il faut qu'ils aient de l'information parce que, a priori, quand ils ont tapé une requête sur Google, c'est quand même pour ça qu'ils ont atterri sur la page en question. Donc, c'est un art subtil entre donner l'information, la donner de façon très accessible, mais il laissait une petite touche qui fait que ça fait la différence en fait. Ton blog en est un très bon exemple puisque il est vraiment extrêmement agréable à lire. Ça fait du bien de lire un blog comme ça. Et donc, c'est agréable et en même temps, on a de l'information. Donc, c'est vraiment l'exemple parfait du blog qui a un mélange d'écriture web et en même temps d'un style d'auteur agréable et avec de l'humour, des petits voilà, des petits commentaires entre parenthèses et c'est vraiment très agréable à lire. Donc, alors, je vais fermer la parenthèse rédaction web parce que c'est pas le sujet du jour, mais comme j'ai beaucoup cette question, je voulais quand même te la poser. C'est quelles sont les qualités d'après toi requises avant de se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a des profils qui, d'après toi, ne devraient pas, parce qu'on va pas dire ne peuvent pas, mais auxquels tu déconseilles de s'engager dans l'écriture d'un livre et d'autres profils voilà, que tu as repéré, toi, par exemple, Bon, alors je détiens pas la vérité absolue, hein. Mais alors, ce qui est certain, c'est que c'est un travail de longue haleine. Écrire un livre, de toute façon, c'est un marathon. C'est quelque chose qu'il faut tenir sur la longueur. Donc, si on est impatient, si on sait que voilà, on n'a pas envie de travailler longtemps sur un projet, et en plus, si on veut être édité, si on n'a pas envie de travailler longtemps sur un projet sans garantie de résultat, là, clairement, ça peut poser problème, ça peut générer énormément de frustration, de découragement. Donc, là, clairement, le profil juste de base, c'est d'être patient, d'être persévérant. Voilà. Et moi, je pense que c'est un truc qu'on a en soi aussi. C'est-à-dire que pour tenir sur la longueur, sur un projet aussi incertain quand même, il faut avoir un pourquoi très fort, c'est-à-dire le pourquoi j'écris ce livre, s'il est puissant, si vraiment il vibre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on le porte en soi. Clairement, on a un gros avantage parce que c'est un peu comme pour tout, hein, pour courir un marathon, c'est pareil, hein. Si on n'a pas une motivation qui est très forte, bah, on va se lasser ou on va se décourager. Donc ça, c'est clair que pour moi, la base, c'est quand même d'avoir ça. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas, quand on part de rien, il ne faut pas partir dans l'idée de tout de suite écrire un livre. Il faut aussi
peut-être s'exercer, peut-être se lancer des petits défis à certains moments, peut-être juste observer ce qui nous entoure et voir ce que ça nous inspire et ce qu'on réussit à en faire. Et ça s'exerce aussi, c'est-à-dire que je trouve que le muscle de l'écriture, il ne faut pas le faire travailler sans l'avoir chauffé un peu avant, en fait. Et c'est une pratique qui s'améliore. Enfin, moi, j'écris pas de la même façon maintenant que quand j'écrivais au tout début. Mais ce qui est certain, c'est qu'au tout début, j'écrivais pas pour écrire un livre. En fait, j'écrivais des courts textes que je posais sur un blog qui n'existe plus. Tu sais, c'était au moment où on racontait un peu nos vies sur les blogs. On le fait toujours. Et en fait, moi, je m'étais créé un blog. Alors, j'avais pas trop envie de raconter ma vie parce que je suis quelqu'un d'assez pudique. Et puis, j'avais pas envie que ce soit ma vraie vie, les vraies photos de mes enfants, etc., qui soient publiées. Mais j'avais quand même envie de faire quelque chose. Et donc, je me suis construit un petit laboratoire comme ça sur lequel je posais des textes et je racontais des petites choses du quotidien. Et en fait, petit à petit, je me suis aperçue que la façon dont je le faisais parlait aux gens, qu'on me disait, tiens, mais ce que tu as raconté là, ça c'est venu résonner en moi et pourtant c'est juste le quotidien. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça petit à petit. Mais au départ, j'étais pas en train d'écrire un livre, j'étais beaucoup plus modeste que ça. Et je pense qu'il faut peut-être avoir un peu de modestie au départ dans le projet, même voilà, pour voir juste ce que ça nous fait d'écrire, si ça nous plaît, parce que je pense que ça doit quand même être un plaisir, que ça doit apporter quelque chose à la personne qui le fait, et pas se dire je vais écrire pour faire un livre, pour être publié en tout cas, parce que ça, c'est pas une motivation suffisante. Et après, ben, en fait, il faut rien lâcher, quoi. C'est parce qu'on passe, si après avoir voilà, fait tout ça, après avoir peut-être écrit des nouvelles, par exemple, à un moment donné, pour grossir un peu le truc, pour être sur un projet un peu plus concret, et avoir écrit ensuite des textes d'une dizaine de pages, etc., on se dit, ouais, ok, là, ça le fait, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, ça me fait vraiment vibrer. Bon, bah là, il faut s'armer un peu, hein, et il faut travailler et il faut structurer sa démarche. Et alors, moi, j'ai un profil particulier, mais qui est le profil de plein de gens, c'est-à-dire que je ne suis pas auteur à temps complet, hein, c'est-à-dire que c'est pas mon métier principal. Et donc, je travaille, j'ai une vie de famille, enfin, voilà, j'ai un emploi du temps qui est assez bien rempli. Et je trouve que ça amène une contrainte, évidemment, de temps et d'énergie. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de la journée, qu'on a fait ces 8 heures sur son lieu de travail, l'énergie, il faut aller la chercher. Le temps, il faut aller le chercher aussi dans sa semaine. Et donc, on ne peut pas se permettre, à mon sens, d'avoir une démarche qui part dans tous les sens, de ne pas avoir structuré ses idées, de ne pas savoir exactement où on va. Et donc, c'est ce que je propose en fait sur le blog. J'ai une masterclass aussi qui propose d'accompagner les gens pour faire ça. Parce qu'en fait, un auteur professionnel qui peut écrire 7 heures par jour, il a la chance de pouvoir se planter, en fait. Il a le temps de revenir en arrière, il a le temps d'hésiter, de tester une piste, de voir que bon, finalement, elle n'est pas si bonne que ça, de se lancer sans plan, etc. Mais quand on est dans les conditions qui sont les miennes et qui sont celles de plein de gens, en fait, ben, on a beaucoup moins de temps. On sait que tenir sur la longueur va être plus compliqué. Et donc, moi, je trouve que structurer les choses et parfois même se faire accompagner, ça, c'est une bonne stratégie, en fait. Donc là, on a compris qu'il y a la persévérance, le fait de structurer, de se préparer. Là, tu étais plus peut-être dans le côté technique. Mhm. Et du coup, pour les qualités, est-ce qu'il faut vraiment être très littéraire, avoir un excellent style? J'imagine que Ok. oui. Plus en Euh, termes de personnalité. oui, voilà. Alors, bon, la persévérance, ça, pour moi, c'est la condition sine qua non. Je pense que les personnes qui ont une forte sensibilité ont plutôt un terrain favorable parce que, alors c'est mon cas, hein, moi, je reçois les émotions, je vois les choses aussi euh, peut-être avec plus d'acuité, en fait. Et je pense que, alors,
Dans plein de situations de la vie courante, être sensible ou hypersensible, ça peut être un désavantage, mais en fait, une fois qu'on l'a accepté et qu'on sait en faire quelque chose, pour écrire un livre, c'est une vraie force, en fait. Clairement, parce qu'on va percevoir des choses que d'autres perçoivent moins, ou sur lesquelles les autres ne sauront pas mettre de mots. Et nous, on arrive et en fait, on réussit à mettre des mots dessus. Et donc, voilà, là, il y a c'est une vraie qualité, la sensibilité. Donc, je pense qu'effectivement, pour écrire, c'est un bon atout, la créativité. Je pense que on est amené au cours de l'écriture à parfois devoir rechercher des idées parce qu'on a travaillé sur un début, puis finalement, il faut venir l'enrichir. Donc, il faut avoir de la réserve, en fait. Il faut pouvoir alimenter les choses. Donc, il faut avoir de la créativité et il ne faut pas avoir peur d'explorer plein de pistes, de remettre en question les choix qu'on a fait à un certain moment aussi. Donc, il faut pouvoir accepter qu'on va se planter à certains moments et c'est pas forcément évident, je trouve. Enfin, voilà, je sais pas bien comment l'expliquer, mais en tout cas, le fait d'accepter que qu'on peut se fourvoyer et faire marche arrière, se dire ok, bon bah c'était une mauvaise piste, voilà, j'abandonne cette piste-là, ça va abandonner des choses aussi. Ça c'est un truc que je remarquais quand je lisais des premiers jets à certains moments, c'est que les gens, ils ont une idée, ils y sont super attachés et ils réussissent pas à l'abandonner. Et en fait, savoir lâcher prise, ça fait aussi partie du jeu. C'est-à-dire que moi, à certains moments, j'avais des idées et quand j'ai retravaillé, moi, je m'apercevais que ça ne fonctionnait pas et pourtant, c'était une idée qui me tenait hyper à cœur. Je voulais la mettre absolument et je me rendais compte que je travaillais tout mon livre pour pouvoir intégrer ce... Ça pouvait être un bout de dialogue qui m'était venu à un moment donné et qui ne fonctionnait pas en fait. Et j'essayais de forcer et j'arrivais pas à l'abandonner. Et en fait, quand je l'abandonnais, tout devenait fluide. Et parfois, quand on travaille avec un éditeur, c'est pareil, il va nous dire un truc qu'on adorait dans notre livre qui convient pas en fait. Et il faut accepter qu'à certains moments, des choses qu'on a écrites qui nous semblent vraiment géniales, bah, elles vont pas correspondre à ce projet-là. Donc moi, comme j'aime le recyclage dans un peu toutes les parties de ma vie, je recycle, je garde ces choses-là, donc je les abandonne pas complètement. Je me dis ça servira dans un autre projet, mais n'empêche que cette démarche de renoncement à un truc, à une idée qu'on a eue au départ, ça fait partie du jeu. Après, dans les qualités, je pense que l'observation, le fait d'être en observation du monde, des gens, ça aide aussi. Est-ce que tu penses que la créativité peut suffire ou bien qu'il faut avoir vécu beaucoup de choses en considérant que en ayant le même nombre d'heures dans une journée, certaines personnes aient plus vécu que d'autres. Alors à la limite, ce serait par rapport à l'âge, mais c'est toujours... est-ce que tu penses qu'on a besoin un auteur a besoin de s'appuyer sur des choses vécues, ressenties, des émotions vécues, ou des exemples de personnes rencontrées qui lui ont inspiré des personnages, ou bien est-ce que une personne qui vit tout le temps chez elle, qui sort pas, qui rencontre pas de gens, qui a pas euh, voyager, c'est un cliché, mais va pouvoir comme ça écrire sur l'extérieur, le monde extérieur, grâce à l'imagination. Alors, en fait, les deux sont vrais, je pense. Il y a des écrivains qui vont beaucoup se nourrir de ce qu'ils ont vécu, mais il y a des exemples d'écrivains qui ont produit des trucs absolument géniaux, alors qu'on sait qu'ils voyageaient peu ou pas et qu'ils étaient même presque voilà, très introspectifs, qu'ils n'allaient pas forcément rencontrer beaucoup de gens. Alors, je pense qu'en fait, il y a les deux. Il y a l'expérience qui nourrit, mais qui nourrit chaque parcelle de notre vie. On sait très bien qu'on n'est pas les mêmes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et que tout ça, ça se nourrit, que notre rapport au monde se nourrit de l'expérience. Euh, mais je pense qu'il y a
Il y a quelque chose qui tient de notre façon d'être au monde à un moment donné, parce que quelqu'un de 20 ans peut écrire un livre hyper puissant, alors qu'il peut avoir, en théorie, peu vécu, c'est-à-dire eu peu d'expérience, mais en réalité, s'il a été très, très sensible, s'il a reçu les émotions d'une façon différente par rapport à la plupart des gens de son âge, il aura des choses à raconter qui seront très fortes en fait. Donc je pense que l'expérience effectivement va apporter des choses, mais l'expérience en fait n'est pas forcément liée à l'âge, mais plus à la façon dont on est présent au monde en fait. Je ne sais pas si je réussis à l'expliquer correctement, mais moi, je Moi, j'ai pense très bien que ce qui sera parfois plus puissant que le nombre des années, c'est le fait qu'à un moment donné, tu vis une situation et tu la regardes vraiment, tu la vis vraiment, alors que la plupart des gens vont passer parce qu'ils sont pressés, parce que voilà, ils ont plein de choses à faire dans leur journée. Si par exemple, tu prends les transports en commun, tu es dans le métro. Tu es juste dans ton quotidien qui t'ensommeille un peu. Tu vois, tu es pressé de rentrer chez toi parce que tu as le repas à préparer, tu as des trucs à faire. Tu regardes pas l'extérieur. Tu vas vivre la même situation qu'une autre personne qui, elle, sera peut-être plus ouverte sur ce qui se passe et qui va remarquer que dans le métro, à ce moment-là, il se passe telle scène qui va entendre une bribe de dialogue et qui va faire naître quelque chose en elle, tu vois. Et en fait, ça, bah, c'est une posture d'écrivain, de créateur en tout cas, parce que bon, quelqu'un qui est plus sur l'écriture va peut-être, ça va faire naître une scène chez lui. Moi je fonctionne souvent comme ça. Parfois, je croise des gens dans la rue, j'entends une parole, une bribe de conversation, je me dis, waouh, comment on est arrivé à cette phrase-là? Pourquoi ils se disent ça? Pourquoi telle personne est à ce point énervée, etc. Alors que quand je suis plus fermée, tu vois, parce que ça m'arrive, hein, je ne suis pas toujours hyper open sur le monde, je vais rien remarquer en fait. Mais je sais que quand je suis dans des phases de vraiment plus forte créativité, bah, je remarque beaucoup de choses, j'entends, je percute, je croise une personne, je me dis, waouh, là, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans sa vie. Et en fait, du coup, tu peux l'imaginer derrière, parce qu'évidemment, tu n'auras jamais les réponses. Et voilà, moi, je pense que l'expérience, oui, mais en fait, l'expérience, elle est aussi elle vient de ta façon d'être face à la vie, en fait. Voilà. C'est bien, hein, ça donne des chances à tout le monde parce que sinon, ce serait un peu Oui. triste quand même s'il fallait attendre d'avoir vécu beaucoup de choses. En tout cas, ce que tu me dis me parle vraiment parce que, voilà, moi, ça m'arrive, si je vais prendre un café toute seule, j'entends la conversation d'à côté et je me fais plein de fantasmes sur la vie. Et les transports en commun, c'est un très bon exemple. Dans les avions, les TGV. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé voilà, de partir dans des histoires ou de me dire, tiens, cette phrase, elle est trop drôle et de la noter. Ah ouais, Euh, mais moi, ça m'arrive plein de fois aussi. Et, enfin, en plus, moi, je marche beaucoup parce que j'aime bien ça. Et je trouve que le fait de marcher, en plus, ça te met dans un état d'esprit où ça phosphore vite, quoi. et ce qui est génial quand tu marches, c'est que tu entends un extrait de conversation en Ouais, croisant les gens. ouais. Et des fois, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle parce que oui, en plus, tu es en train de marcher, donc à moins que tu aies des écouteurs, enfin, si tu entends un morceau de conversation, ben justement, ça te met quelque chose dans la tête, tu continues à marcher et tu penses Ouais. à plein de choses. Et en plus, tu as vu le physique des gens. Moi, voilà, par rapport à comment ils sont habillés, s'ils sont souriants, enfin, tu as plein de choses que tu peux imaginer par rapport au physique aussi, la démarche. S'ils regardent par terre, devant, autour d'eux parce qu'ils sont émerveillés, il y a plein de choses à faire effectivement Mm. en observant. Il y a une question que j'aimerais vraiment te poser parce que c'est assez difficile d'y répondre très concrètement, même si récemment j'ai conseillé sur cette chaîne un livre que j'ai trouvé qui est vraiment bien à ce propos. C'est comment améliorer son style. Mm.
Euh, Pas facile. Alors, en écrivant, clairement. En étant un peu critique aussi, tu vois, par rapport à ce qu'on écrit. Mais ouais, c'est pas évident parce que le style, c'est clairement un truc. Certains ont un style. Dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, et d'autres, on sent que ça pourrait, mais il faut travailler un peu. Euh, alors, ouais, moi je pense qu'il faut travailler, il faut lire aussi. Des gens parfois qui ont des styles très affirmés, ça, tu vois, ça permet de voir ce qui est possible de faire et de se dire, ah tiens, mais en fait, là, cette personne-là, enfin, tu vois, par exemple, je pense à un auteur comme Philippe Jaénada, qui a un style vraiment très particulier, qui est très drôle, mais il a une utilisation des parenthèses qui est totalement délirante. Enfin, donc, enfin, si vous ne connaissez pas, alors je sais que il fait des parenthèses qui parfois font une page complète et il fait des parenthèses à l'intérieur des parenthèses, etc. Et c'est très très drôle parce qu'en plus il a une façon de raconter les choses où parfois il commente ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire son activité d'écrivain, c'est-à-dire qu'il va te faire tout un truc et puis il va dire, bon, là, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je ne peux pas faire mieux, quoi. Et, et si tu veux, quand tu vas voir des auteurs comme ça, tu te dis, en fait, il y a quand même Faire. beaucoup de possibilités. Il faut que ce soit bien fait, mais bon, voilà. Mais on peut faire beaucoup de choses. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à faire de se lancer des petits défis ateliers d'écriture pour tester, parce que parfois, en fait, sur les ateliers d'écriture, il y a des trucs chouettes, c'est qu'on souvent on nous pose une contrainte, en fait. On nous dit, voilà, vous allez écrire en utilisant telle contrainte, en mettant pas le verbe faire. Enfin, voilà, il y a des choses où moi, là, je suis en train de préparer un atelier d'écriture justement parce qu'on m'a demandé d'intervenir dans une bibliothèque et je prépare un truc avec les anaphores parce qu'en plus, j'ai travaillé sur les anaphores pour un article de mon blog. Et donc, du coup, voilà, ils vont avoir une contrainte, ça va être d'utiliser l'anaphore dans leur texte. Mais du coup, bah, ça te contraint, mais ça t'amène, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort et ça te fait tester un procédé voilà, qui est quand même maîtrisé. Et tu vois, quoi, tu vois, et si tu t'es éclaté, si tu sens que le résultat il est bon, bah, tu sais que tu as amélioré quelque chose dans ton style. Donc, il y a des choses voilà, très concrètes pour améliorer, c'est de se faire des exercices. Là, c'est clairement, on muscle l'écriture en faisant des exercices. Euh, Après, la difficulté, souvent, c'est de l'améliorer, mais c'est surtout de le trouver, en fait. De se dire, voilà, en fait, ça, c'est mon style. Et là, c'est là qu'est la difficulté, souvent. C'est qu'on écrit plein de choses et puis on a l'impression qu'on écrit, entre guillemets, pas mieux que n'importe qui d'autre, qu'on n'a pas un truc en plus. Et ouais, ça, c'est quand on l'a trouvé, effectivement, on le sent en fait. Moi, je sais que j'ai une écriture qui est parfois très. Je travaille beaucoup sur de l'intime, en fait, je creuse dans les pensées, je fais des arrêts sur image. Et en fait, une fois que j'ai trouvé que je savais faire ça, que ça résonnait chez les gens, je me suis dit, ok, j'ai ça. Bon, comment je fais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est à force de faire, en fait. Et parfois, j'écris des textes qui sont pas bons du tout. Et parfois, ben, j'écris des trucs qui sont meilleurs et j'essaye de voir quand ils sont meilleurs, qu'est-ce qui fait qu'ils sont meilleurs, en fait. C'est un peu, il faut aller dans la technique, en fait, se dire, voilà, en fait, quand je mets trop d'énumération, au bout d'un moment, c'est plus bon. Mais quand j'utilise bien l'énumération et que je la fais monter en puissance, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois, et parfois, bah, il faut un peu ouvrir le capot de ces textes et puis creuser, voir ce qui s'y passe et puis et retenir le meilleur, essayer après bah, d'en faire quelque chose, de le reproduire à un autre moment, voir si l'effet sera le même. Et, euh, et puis si l'effet est le même, on sait qu'on tient un truc. Est-ce que ça t'arrive d'écrire un texte, de le trouver mauvais et de te relire plusieurs mois après et de te dire ah finalement il n'était pas si mauvais. Je te dis ça parce que
ça m'est arrivé d'écrire des choses très intimes sur mon blog formation rédaction web et encore plus sur celle-qui-ose.fr. Et quand j'ai écrit, je me suis dit, au moment de faire publier, je me suis dit, bon, ok, on va voir. Et ceux où j'ai écrit vraiment, où je me suis lâchée, quoi, vraiment au niveau du style et tout, ce sont les articles qui ont explosé au niveau des commentaires, des retours, des vues. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au contenu ou au contenant. Je ne sais pas, en fait. Les deux sont sans doute liés parce que si tu étais dans quelque chose de plus personnel, tu l'as écrit sans doute d'une façon différente. Les gens sont, même s'ils vont pas mettre de mots dessus, ils vont être sensibles à ce qui les fait vibrer. Ce qui les fait vibrer, c'est aussi ce qu'ils vont peut-être reconnaître dans ta situation. Et puis, quand toi, tu te livres de façon plus personnelle, bah forcément, tu donnes en fait. Enfin, et les gens sont assez sensibles à ça. Mais après, pour répondre à ta question, alors oui, alors il y a plein de cas de figure. Il y a j'ai pu écrire des textes et à la fin de la séance d'écriture me dire que j'avais cartonné, que c'était génial, etc. Tu vois. Et puis relire après et me dire ok, bon, on va redescendre un peu parce que là, en fait, il y a Tu encore vois, un peu de boulot, tu c'est vois. quand tu lis les autres que tu te dis, oh là 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 là, j'ai pas hâte que ce soit mon tour. Ou... Voilà, donc voilà, bon, un peu de modestie de temps en temps, tu vois, si tu te prends le truc. Enfin, après, moi, je suis assez, j'hésite pas à trancher dans le vif, tu vois. Donc, du coup, quand c'est mauvais chez moi, bah, j'enlève, je retravaille, mais enfin voilà. Après, ça m'arrive d'écrire un truc. En me disant c'est pas trop mal, ok, bon, et puis de le relire effectivement quelques temps plus tard et de me dire voilà, en fait, c'était plutôt bien. Et sur le blog, j'ai relu certains des articles justement un peu comme toi. Et ça m'est arrivé aussi de me dire, d'avoir totalement oublié que j'avais mis certaines choses, puis de me dire, ah, mais en fait, c'était bon. Donc, je me surprends parfois. Et parfois, alors, je relis pas trop vite mes livres, moi, quand ils sont publiés, parce que j'ai tendance à voir les trucs qui vont pas. Puis, tu sais, quand tu as beaucoup travaillé sur un même projet, tu vois plus les choses. Mais effectivement, ça m'est arrivé un peu plus tard de relire parce que voilà, j'étais invitée quelque part, qu'il fallait que je relise, que je choisisse un de mes textes à lire et d'être fière en fait, de me dire oh, j'avais bien travaillé quand même ce jour-là parce que vraiment ce texte-là, enfin ce chapitre-là, il a quelque chose. Donc c'est cool, hein, je prends quand c'est comme ça, je me dis bon, c'est bien. Et, et oui, après, bah, d'écrire, de beaucoup retravailler, de me dire il y a quelque chose, mais c'est pas encore suffisant. Enfin voilà, après, quand on est vraiment dans l'écriture d'un premier jet, on conseille de pas trop se relire parce que ça, en fait, le premier jet, c'est fait pour poser, pour sortir les choses, pour avancer dans l'histoire. Et ensuite, on revient et on retravaille. Moi, j'ai besoin de me relire un peu parce que, comme parfois, bah, tu vois, tu as ta journée de travail, tu sais plus, tu n'es plus dans l'émotion dans laquelle tu étais la veille lorsque tu as écrit ton chapitre ou ta scène, etc. J'ai besoin de relire un peu pour me remettre juste un peu, me réancrer en fait dans ce que j'ai écrit la veille. Donc parfois, bah, si j'ai pas trouvé ça bon, je le recorrige parce que je sens que je peux améliorer. Mais effectivement, l'objectif, c'est quand même d'avancer en étant dans la même émotion. Donc du coup, c'est un jeu entre je recorrige un peu, mais là, l'objectif de ma séance, c'est d'avancer et pas de revenir en arrière. Mais en fait, il y a aussi un truc, c'est que quand on va bien et qu'on écrit, tu vois, parfois on a une énergie qui fait qu'on va écrire des trucs qui seront vraiment bons. On va les relire en étant dans une moins bonne énergie, tu vois, en étant fatigué, en étant contrarié. Et puis, ben, du coup, cet état d'esprit qu'on a à ce moment-là, au moment où on relit, va venir ternir un peu ce qu'on lit. Et si on est dans une super bonne énergie à ce moment-là, ben on peut voilà, se dire ouais, c'est cool. Enfin, tu vois, c'est très lié aussi à l'état d'esprit qu'on a et au moment où on écrit et au moment où on relit, en fait. Oui, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et effectivement, je pense que c'est un peu comme le sport.
il y a des moments où on sent que c'est le moment d'y aller et Mm. effectivement on s'éclate et des moments où on se force et du coup on passe une mauvaise séance. Et l'écriture, j'ai l'impression que parfois on a une idée, voilà, tu es en train de faire la vaisselle, tu as une idée qui Ouais. te vient, et puis tu commences à développer ton texte. Et puis moi ça m'est arrivé de tout lâcher et Ouais. d'aller devant l'ordinateur et d'écrire. Mm. Et de me dire, parce que là, il fallait que ce soit maintenant, tant pis, même si j'étais en train de faire cuire des pâtes. Voilà, il fallait que ce soit maintenant parce que si je ratais le coche, j'allais oublier mes idées, les phrases que j'avais dans la tête et Ouais. tout Ah ça. ouais. Et quitte à après voilà, tant pis si c'est pas la bonne heure ou quoi, mais au moins c'est fait. Bon, après, Mm. quand tu as les enfants, tu peux pas forcément et t'es dégoûté parce que t'as pas pu le faire. Et après, bah, enfin, je sais pas toi, Ouais. mais tu as complètement oublié. Il y a plein d'idées géniales qui sont passées à la trappe comme ça chez plein de gens, en fait, tu vois, où tu as l'idée et puis en fait, tu peux rien noter parce que voilà, tu es en train de conduire ou j'en sais rien. Et puis là, tu dis non, mon Dieu, mais là, c'est pas possible, quoi. Tu peux Mais, utiliser mais un enregistreur après, mais ouais, ouais, mais je me souviens, j'avais eu une conversation avec un dessinateur de bande dessinée, enfin, qui était aussi scénariste et qui racontait l'histoire d'un autre scénariste de bande dessinée. Il disait, ouais, mais lui, il lui arrive un truc. Il a rêvé de la bande dessinée parfaite, du scénario parfait. Et en fait, au moment où il s'est réveillé, il avait tout oublié. Et ça fait des années qu'il essaye de se souvenir de ce dont il avait rêvé cette nuit-là. Il n'y arrive pas. Et c'est horrible en fait. Mais c'est vrai que il y a des phases dans l'écriture où tu as beaucoup d'idées et puis tu vois, il y a des trucs qui se débloquent. Il y a un moment où ton cerveau bah, est peut-être, tu vois, plus en mode pilotage automatique, tu vois. Et d'un seul coup, tu as le truc qui se débloque. Et effectivement, il vaut mieux pas louper ce moment-là. Mais en même temps, il faut aussi savoir accepter que tu as eu des idées géniales et que, bon, voilà, elles sont parties. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois en ça m'est marchant pour arrivé. aller au travail, surtout quand je suis dans les phases d'écriture, d'avoir des dialogues, des scènes qui me viennent. Et vite, vite, de poser mes affaires, de tout écrire, tu vois, avant de démarrer ma journée de travail. Enfin, voilà, d'avoir 2 pages de texte comme ça écrit et le soir, d'avoir qu'une seule hâte. En fait, c'était de revenir chez moi et d'en faire quelque chose, de le remettre sur l'ordinateur et puis de développer un peu parce que je sentais qu'il y avait un truc, quoi. Et c'est là aussi que parfois, bah, le fait de travailler, ça crée un peu de frustration, mais derrière ta séance d'écriture, quand tu as cette énergie-là, quoi, que tu as cette envie de rentrer chez toi, de te dire, bon là, vraiment, il faut que je retravaille ce truc, la séance que tu as derrière en termes d'écriture, elle est souvent géniale, quoi. Tu as fait quelque chose, en général, après, tu es serein, quoi, tu vois, c'est quelque chose d'assez puissant. Un des fameux bienfaits de l'écriture. Ouais. Est-ce qu'en tant que femme, tu as l'impression, on parle beaucoup des cycles, et est-ce que tu as l'impression d'écrire en fonction de ton cycle ou pas du tout? Ou tu l'as jamais remarqué, tu t'es Ouais, jamais penché sur ça? j'ai pas remarqué si ça avait un impact sur mon écriture. Est-ce que tu es plus Après, agressive je à sais certaines que, ouais, périodes? après, je sais que à certaines parties de ton cycle, genre le syndrome prémenstruel, j'ai tendance à avoir le moral qui descend un peu, tout ça. Mais après, donc, ça a un impact sur ma vie, et donc sûrement sur mon écriture. Mais après, ouais, je sais pas. Sur l'écriture, honnêtement, j'ai pas cherché à faire le lien avec mon cycle. J'essaye Alors, j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont parlé de déjà de faire cycle le de lien lecture. avec mon emploi du temps, avec, enfin, donc, Ça fait beaucoup de... Oui, et toi, tu es en garde alternée ouais. Alors, aussi? je suis en garde alternée pour ma deuxième fille et pour mon aîné, je suis en garde complète. Enfin, j'ai tout le temps mon aîné, mais bon, là maintenant, elle a 18 ans, donc si tu veux, c'est quand même beaucoup plus souple pour moi. Oui. Alors, je vais revenir sur les éditeurs qui te font couper des passages. Mhm. La question que je me pose, c'est est-ce que tu t'es dit, j'espère qu'ils vont pas regarder l'interview, mais est-ce que tu t'es dit c'est injuste et c'est injustifié
Ou est-ce que tu t'es dit avec du recul, bah, heureusement que je suis passée par, enfin, en même temps, on est obligé, mais par une maison d'édition, parce que finalement, avoir ce regard professionnel, ça m'a été utile et je suis d'accord avec eux avec du recul. On a bien fait de lâcher cette idée. Alors, moi, alors, j'ai pas de mal à couper des passages, à trancher dans le vif, et même parfois, c'est moi, en relisant, qui supprime des choses que l'éditeur me suggère pas. Mais effectivement, alors, moi, j'adore le travail avec un éditeur et ça, j'ai aucun problème avec les suggestions d'un éditeur. Après, je suis pas obligée de toutes les accepter. Et en fait, c'est une discussion, c'est jamais à sens unique en fait. Donc il faut pas le voir comme un éditeur arrive et il caviarde ton texte et puis après, tu n'as plus qu'à remettre en forme et puis bah, tant pis pour toi si tu aimais bien certains passages. T'as complètement, enfin en tout cas moi à chaque fois, j'ai eu mon mot à dire. Et il y a des choses que j'acceptais parce qu'effectivement, je me disais, OK, c'est justifié. Parfois, j'étais plus dubitative, mais comme cette phrase-là, j'y tenais pas plus que ça me dérangeait pas de l'enlever. Et effectivement, si cette phrase ajoutait rien, retirait rien, bon, bah, c'est pas très grave. Et parfois, j'ai justifié, enfin voilà, j'ai expliqué que bah, non, en fait, là, je l'ai écrit comme ça de cette façon-là j'explique pourquoi. Et en général, on laisse le truc, sauf vraiment quand derrière, bah voilà, il y a contre-argument. Mais c'est toujours l'objet d'une discussion. Si c'est un gros truc, c'est l'objet d'une discussion. Après, en fait, le travail avec un éditeur, on ne discute pas, on n'est pas en Skype tous les jours, si tu veux. Donc, ça se fait, c'est assez drôle d'ailleurs. Tu as ton texte en mode correction sur Word, tu vois. Et donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des commentaires, tu vois. C'est-à-dire que l'éditeur, il surligne ton texte, il dit... Alors, bon, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui disent, là, on supprime ou pas, à toi de voir. Enfin, tu vois, j'ai des commentaires où ils me disent... Bon, là, c'est pas, ça apporte rien. Est-ce qu'on peut le supprimer? Il y en a d'autres qui carrément surlignent tout ton texte et puis te disent tous ces passages-là, on te suggère de les supprimer. Ils disent jamais on supprime en fait. Enfin, tu vois, ils te disent nous, là, on n'est pas sûr. Est-ce que tu peux voir, soit pour changer, soit si tu peux le supprimer, etc. Donc, en fait, le roman, il continue à s'écrire avec ce travail-là et enfin, il est meilleur, en fait. Moi, ce que j'aime dans ce travail, c'est que tu as un interlocuteur qui connaît ton texte aussi bien que toi, qui connaît tes personnages, qui, tu vois, il est habité par le texte autant que toi, tu peux l'être. Et il a à cœur que ce soit le meilleur livre possible. Bon, il y a tout intérêt, hein, évidemment, mais on est dans cette énergie de créer un livre qui soit bon. Donc, tu es en face de quelqu'un qui te dit, ben, est-ce que ça améliorerait pas ça? Et donc, toi, tu regardes et effectivement, quand tu trouves que c'est justifié, tu le fais. Et tu n'as aucun mal à supprimer des choses quand tu sens que ça va dans le sens de, on est en train de construire un livre qui sera meilleur. Donc après, je t'avoue que la première fois, c'était avec Grasset et j'avais reçu tout mon manuscrit surligné parce que du coup, mon éditrice m'avait dit, bon, tu verras, on te renvoie le manuscrit et on surligne tous les passages dont on pense qu'il faudrait qu'ils soient supprimés. Et là, j'avais vu des pages avec du stabilo. Et si tu veux, je m'étais dit, ok, mais du coup, pourquoi ils ont accepté le manuscrit en fait? Parce que là, je pense qu'ils avaient senti qu'il y avait quelque chose à en faire. Il y avait un style, sûrement une histoire, etc. Mais je t'avoue que sur certaines pages, je me disais, mais ouais, ils ont vraiment pas aimé cette page. Et là, je t'avoue que sur certaines pages, tu regardes, tu te dis, bon, première expérience, je dois retirer des trucs et tout. Et en fait, quand tu les retires et que tu vois que finalement, ton roman, il vit tout aussi bien, bah, ça dédramatise le truc.
Mais j'avoue, moi, je suis quelqu'un qui, même dans ma vie, le tri me fait pas peur, tu vois. J'ai aucun mal à enlever de mes placards les choses qui me servent plus. Enfin, tu vois, donc je suis quelqu'un qui a pas de mal avec le fait voilà, d'enlever des choses, de me séparer de certains trucs si je les juge plus utiles. Et je pense que j'ai un peu le même réflexe face à mes textes. Donc, c'est jamais douloureux. Et moi, j'ai toujours super bien vécu le travail éditorial. Enfin, vraiment, c'est une chouette expérience. Et en général, quand on le termine, il y a un truc parce qu'on a une relation avec la personne avec laquelle on a travaillé. On se connaît de mieux en mieux. On se laisse des petits messages dans les marges et tout ça. Et on accepte les remarques. Enfin, mais c'est un chouette moment, en fait, hein. Et puis, c'est vraiment enrichissant parce que pour le livre d'après, tu as eu des remarques vraiment enrichissantes. En plus, toi, tu as travaillé avec 3 maisons d'édition. Mm. Ça veut dire que tu as travaillé avec 3 éditeurs différents qui, à chaque fois, t'ont enrichi d'une manière différente. Et, euh, et en plus, tu as travaillé sur donc, 2 livres jeunesse Mm. et un livre voilà, un Ouais, roman. en fait, en littérature générale. Voilà. Euh, Lequel t'as préféré? Est-ce que tu as un préféré? Non. Il n'y en a pas un pour lequel tu as pris plus de plaisir à écrire? Hmm, honnêtement, non. Alors après, le premier, c'est toujours, tu vois, c'est toujours un truc particulier. Donc le premier, je me souviens, le début d'écriture du premier, j'ai écrit les 2 premiers chapitres sans trop y réfléchir. Et puis, et en fait, je me suis aperçue après, ils n'ont pas tellement bougé. Et en fait, c'est dans cette écriture des 2 premiers chapitres de mon premier livre que j'ai ressenti ce que c'était que de vibrer, d'écrire. Enfin, tu vois, d'être dans ce mouvement-là, quoi. Je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire les 2 premiers chapitres. Et au départ, en fait, je savais ce que je voulais écrire. Et j'étais bloquée. Tu vois, genre le blocage de, OK, ce projet-là, est-ce qu'il n'est pas trop grand pour moi? Tu vois, et ça arrive souvent, en fait. Tu te dis, je vais écrire un livre, et puis bam, au moment où tu dois commencer, bah, c'est compliqué. Et en fait, j'ai eu ce blocage-là. Et à un moment donné, ça s'est débloqué. Et j'ai écrit ces 2 premiers chapitres en me disant, en fait, faut juste que je m'amuse, quoi. Ce livre, en plus, c'est pas une histoire tragique. Enfin, tu vois, je veux en faire un truc léger, drôle. Enfin, voilà, j'ai rien à y perdre. J'y vais. Et en fait, c'est vrai que ce premier-là, il m'a donné ce déclic de se dire, en fait, ça doit juste être une bonne expérience, quoi. Et à partir du moment où j'ai compris ça, où je me suis dit, écrire, ça va être chouette, enfin, ça va être drôle, il faut que moi je m'amuse quand je l'écris. Enfin, je te dis, les 2 premiers chapitres, ils sont légers. Même maintenant, quand je les relis, je les trouve légers. Et je sais pourquoi ils le sont, parce que j'étais vraiment dans cette légèreté-là au moment où je les ai écrits, parce que j'avais eu ce déclic, parce que j'avais passé ce blocage de qu'est-ce que j'écris là maintenant que j'ai décidé d'écrire. Et aujourd'hui, est-ce que tu es sur un nouveau projet? Alors aujourd'hui, alors j'avoue, j'ai mis un peu, enfin fatalement, j'ai dû mettre un peu entre parenthèses l'écriture parce que toute l'année dernière, j'étais en promotion de 2 livres. Que la promotion, ça prend du temps, ça fait partie du processus. Donc moi, je l'accepte, mais ça se fait sur le week-end, ça se fait sur les temps qui sont normalement consacrés à l'écriture pour moi, puisque ça vient en plus du travail. J'ai construit le blog qui m'a pris un peu plus de temps que ce que j'avais prévu aussi. Donc pour le moment, clairement, j'ai des idées de livres, mais enfin, je dis qu'ils s'écrivent dans ma tête parce que je note des idées par-ci par-là. Je suis pas en train d'écrire là, je suis en train de préparer des choses, mais je les laisse, voilà. Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir plus de temps, ça va s'enclencher et puis ça va se faire. J'ai pas En fait, pour moi, les phases où il y a moins d'idées, où il y a moins d'écriture, c'est pas grave. Enfin, en plus, moi, je suis pas que écrivain, si tu veux. Enfin, à partir du moment où il y a d'autres choses qui se passent dans ma vie, bah, c'est OK, quoi, tu vois, c'est pas un souci.
Mais effectivement, j'ai des projets en tête. Enfin, j'avoue, je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai la suite du jeunesse qu'on me réclame un peu. Donc, je suis en train d'y réfléchir pour voir. J'avais pas prévu forcément de faire une suite. Enfin, ça me travaillait parce que ça se termine sur une fin un peu ouverte. Et donc, il y a des gens qui me disent: «Ah, on aimerait bien voir ce qui se passe après». Donc, je suis en train d'y réfléchir, mais j'ai pas envie d'écrire une suite pour écrire une suite. Donc, si je sens que c'est pas un chouette projet à faire, bon, bah, c'est pas grave. Mais si c'est un chouette projet, je le ferai. Et j'ai un roman adulte aussi en tête. Parce que dans Dites-moi des choses tendres, j'ai beaucoup travaillé autour de la question du couple, de l'amour, enfin voilà. Et Ces 5 histoires. mm, en fait, on suit 5 trajectoires. Donc, ce sont des gens qui se connaissent parce qu'ils appartiennent à une même famille. Et sont 5 trajectoires du couple des grands-parents. Il y a les parents, donc quarantenaires, voilà, qui divorcent parce que, voilà, au bout de 20 ans de vie commune, bah, la relation s'est éteinte. Enfin, voilà, il y a le petit qui est, lui, en train de découvrir ce que c'est que de tomber amoureux, qui se dit: «Ok, là, j'ai le cœur qui bat à fond. c'est, c'est normal ou pas? Enfin, qu'est-ce qui m'arrive?» Et puis, il regarde ses parents et il se dit: «Mais sérieusement, là, comment ils font là, 20 ans, à avoir le cœur qui bat comme ça, comment c'est possible de tenir, quoi, tu vois?» Donc lui, il découvre ça avec ses yeux d'enfant, c'est assez drôle. Il y a sa grande sœur qui, elle, a une vingtaine d'années, qui vient de se faire larguer, qui n'a pas vu venir le truc. Et puis il y a une tante qui, elle, voilà, croit trouver le prince charmant. Et puis finalement, c'est pas un si bon prince charmant que ça. Donc j'ai beaucoup travaillé autour de l'amour, mais surtout du couple, en fait, de ce qu'on met dans le couple, qu'on croit parfois être de l'amour, de ce que le couple fait à l'amour, etc. Donc, ça me tenait à cœur de le faire. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup en train de m'interroger sur les problématiques familiales aussi, tu vois, ce qui lie une famille, comment enfin, d'où vient le rapport qu'on peut avoir entre nous, comment ça peut enfin, voilà, se délier à un moment. J'ai rien de posé, mais je sais que c'est une thématique qui me plaît, qui m'interroge. Enfin, tu vois, j'ai pas de réponse. Et comme dans Dites-moi des choses tendres, c'est pareil, j'ai pas de réponse à pourquoi un jour on aime et puis plus tard on n'aime plus, tu vois. Enfin, c'est des questions que je me pose, que je pose, comment on fait, etc. Et effectivement, la famille, chez moi, c'est une vraie problématique, donc il n'est pas impossible que j'écrive là-dessus. Et je t'avoue que j'ai aussi envie d'écrire, mais plus sur des guides, enfin des choses plus pratiques, en fait, parce qu'à force de travailler avec des gens, justement, qui ont envie d'apprendre à écrire, qui n'osent pas, etc., j'avoue que ça commence à me travailler, d'avoir une forme un peu plus aboutie aussi que juste des articles sur un blog. Mais comme je suis quelqu'un de compliqué, j'ai envie que ce soit quelque chose qui ne soit pas juste un guide pratique. Donc, je cherche une forme pour que ça reflète vraiment ce que moi j'y mets. Enfin, parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie, en fait, à un moment donné. Mais du coup, enfin, j'ai tendance à voir ça de façon, je sais pas, tu vois, un peu holistique. Je sais pas si tu vois la médecine holistique qui prend en compte tout ce qui se passe. Moi, j'ai une approche holistique de l'écriture, si tu veux. Mais du coup, c'est pas simple à mettre à plat, quoi. Dans le kit que tu proposes en téléchargement sur ton blog, tu peux nous dire ce qu'il y a dedans? Bah, en fait, c'est un kit de démarrage pour les gens qui, voilà, qui veulent commencer à écrire. Donc, on commence doucement, mais il y a des fiches personnages, par exemple, parce que ça, c'est un gros morceau. Souvent, il y a voilà, c'est plutôt très pratico-pratique. C'est des outils que j'ai mis à disposition des gens parce que souvent, on me les demandait. C'est vraiment pour faire un peu, mettre à plat ses idées, faire un peu le tri et un peu embrayer la démarche. C'est-à-dire que
Moi, le kit de démarrage, il a aussi vocation à enclencher quelque chose chez les gens parce que parfois, le fait d'écrire un livre, bah, c'est une idée, une envie, un rêve, etc. Et en fait, moi, j'ai envie juste d'amener les gens à poser un acte, tu vois, faire un premier pas. Donc, ben, choisir le nom de ces personnages, commencer à les travailler, ben, ça embraye une démarche et ça envoie un message à son cerveau, en fait. Enfin, tu vois, ça dit, OK, là, j'embraye un projet, je commence à travailler, voilà, je suis lancée dans quelque chose. Et donc, le kit de démarrage, il est à la fois pratique, mais il est aussi, j'aime bien cette idée de me dire, on envoie un message au cerveau, là, on y va, en fait. Je vais te poser deux dernières questions ou trois. La première, je vais Je t'embêter. me prépare. Est-ce que tu es Est-ce que tu serais d'accord pour intervenir lors d'une masterclass ou d'un atelier d'écriture avec tes anciens petits camarades de classe, c'est-à-dire un live avec mes élèves, donc pas sur la chaîne, mais en privé avec les élèves pour leur donner des conseils, répondre à leurs questions et pourquoi pas faire un atelier d'écriture sur le style. Bah oui, avec plaisir. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, avec plaisir, ouais. Mhm. Ben, merci beaucoup, super. La deuxième, c'est quel est ton auteur préféré si tu en as un? Ouais, question impossible. Non, Alors, et alors moi, cinq. moi, je suis vraiment quelqu'un qui a des coups de cœur. Enfin, tu vois, je vais avoir un coup de cœur à un moment donné, et puis la semaine suivante, je vais aimer autre chose. Enfin, il y a, voilà, je suis vraiment dans l'instant sur la sensibilité que je peux avoir à une chanson, à un film, à un roman. Donc, pour moi, c'est la question impossible parce qu'en fait, le roman préféré, c'est mon roman préféré de éventuellement telle période de ma vie, mais qui est peut-être plus vraie maintenant. Enfin, Et si je te demandais par exemple cinq œuvres, que ce soit des films ou des chansons, moi en ce moment j'ai deux chansons que j'écoute beaucoup par exemple, des œuvres, des chansons, des documentaires, des films, des livres, des nouvelles ou même une œuvre d'art, enfin peu importe. Est-ce que tu as des choses qui te viennent à l'esprit qui t'ont marqué récemment des œuvres d'artistes, quelles qu'elles soient? Et je les noterai dans la alors, description. attends, je vais essayer d'en avoir cinq, mais je suis pas, c'est pas garanti, hein, mais alors, en, en musique, par exemple, alors moi, j'ai longtemps raisonné avec le violoncelle, tu vois, donc L.I.J. avec Bach, tu vois, enfin Ah non, on n'y est pas. non, pas du tout, Quand je mais t'ai ceci demandé c'est des pas choses mal, récentes, LG. je pensais à des choses récentes, c'est pour ça. Non, alors moi voilà, je peux à la fois, euh, mais vraiment me sentir raisonner avec un concerto pour violoncelle de Bach, alors que je suis pas du tout de formation classique, mais là, à un moment, ça va me parler, ou avec un morceau piano de Satie, par exemple, tu vois, enfin, qui va être plus mélancolique et tout ça. Mais je peux aussi être sur le moment adorer, par exemple, Yodelis Talk to Me, qui est une chanson juste magnifique de sensibilité, etc. Enfin, tu vois, ça peut être très éclectique. Euh, En film, j'avoue, moi, j'aime bien les films choraux. Alors, j'aime bien Paris, par exemple, de Clapiche. J'aime bien, j'ai adoré le premier jour du reste de ta vie, où on a Jacques Gamblin, j'adore, qui est magnifique en fait, qui est hyper juste. J'aime bien Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'espère que je le dis bien parce que c'est un titre super compliqué, mais c'est un film qui est juste, qui a tombé, quoi. C'est juste magnifique. Donc je suis assez quand même, tu vois, sur les cordes sensibles, quoi. Tu vois, les trucs qui viennent vibrer. Après, alors en peinture, je suis pas très peinture, je suis plus photo. J'adore les photos de Alain Laboile qui fait des photos
Enfin, faut le voir, je sais pas s'il est pas hyper connu, mais on le trouve quand même sur Instagram. Je pense qu'il doit avoir un site internet et il fait des très chouettes trucs avec ses enfants. Il a toute une flopée d'enfants et il a fait des photos, beaucoup de noir et blanc qui sont très, très, très chouettes. En photo, il y a Théo Gosselin aussi, qui est un photographe. Quand on voit ses photos, on a juste envie de prendre sa voiture, de partir pour un road trip, de tout laisser derrière soi. Et puis, tu vois, le soir, de se retrouver devant un feu de camp avec des amis, juste, enfin, très libre et sauvage, quoi. Tu vois, c'est très chouette. Voilà, j'ai dépassé le quota des 5 là, non? Enfin, voilà, je peux avoir plein de coups de cœur, mais souvent, bah, voilà. Si ça vient résonner en moi, c'est mon coup de cœur du moment. Et, parfois, certains restent, puis parfois, je passe à autre chose. Et tu as une citation, est-ce que tu as une citation qui revient souvent dans ta tête ou qui peut t'aider, te motiver, que tu Alors, trouves meilleur qu'un livre de développement personnel? alors, il y avait une phrase que j'écrivais, qui est du coup une citation de moi, mais mais que j'écrivais beaucoup aux gens. Celle-là, on me l'a jamais faite. Sur mon premier roman parce que ça m'était. Enfin, peut-être je l'avais entendu, je sais pas. Du coup, peut-être j'ai piqué un truc à quelqu'un. Mais j'écrivais beaucoup de gens parce que donc dans mon premier roman, en fait, ça parle d'une femme invisible, en fait. Et j'écrivais, mais tout le propos, enfin, il y avait beaucoup de second sens, tu vois. C'était pour les enfants, c'était une femme invisible, mais en réalité, enfin, il y avait plus que ça pour les adultes qui le lisaient. Et bon. Et du coup, j'écrivais aux gens, on peut être invisible aux yeux du monde entier, mais l'essentiel est de ne pas l'être à soi-même. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup portée pendant longtemps parce que moi, je suis plutôt discrète, je suis plutôt, j'ai souvent, enfin voilà, j'ai souvent souffert de ma timidité et je me disais que j'avais un problème, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que la timidité, enfin, c'était pas vraiment un problème, c'était plutôt, enfin voilà, juste, c'était moi. Caractère. Euh, et que la discrétion, en fait, c'était un très bon poste d'observation sur le monde. Et je me disais, enfin, voilà, je voyais des gens, et je me disais, ok, le monde peut s'apercevoir qu'on n'existe pas, mais en fait, à partir du moment où on est nous, on existe pour nous, c'est déjà la première chose à comprendre pour être suffisamment armé pour affronter la vie, en fait. Donc voilà, j'avais ça. Eh ben, parfait pour conclure. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Bah, J'espère merci à que... toi, Merci. ça me fait plaisir d'avoir été invitée ici. C'est très symbolique pour moi parce que quand je me suis inscrite à la formation rédaction web, donc c'était en février 2019, et en fait, je venais d'envoyer mes manuscrits. Enfin, j'avais envoyé Dites-moi des choses tendres quelques mois plus tôt et je venais de terminer Bonne Aventure, je venais de l'envoyer. Donc, tu vois, ces deux projets, voilà, c'était fini. Et en plus, c'était des projets où je me disais, si ceux-là ne sont pas pris, bah, voilà, moi, j'ai rien de mieux à raconter que ça, en fait. Donc, j'arrêterai, je proposerai plus de manuscrits, je ferai autre chose, c'est pas très grave, j'ai plein d'autres choses à faire. Et en fait, j'étais en train de penser reconversion professionnelle, je me suis inscrite à ta formation en me disant, voilà, c'est bon, j'ai du temps, je vais pouvoir faire ça. Et en fait, dans la semaine qui a suivi, j'ai les deux projets qui ont été acceptés. Je venais de m'inscrire à ta formation, là, je me suis dit, ok, là, ça va peut-être pas se passer exactement comme j'avais prévu, mais c'est pas grave. En fait, c'est que des chouettes trucs. Et en fait, j'ai suivi ta formation pendant que je faisais le travail éditorial sur les deux romans. Et c'est pour ça que je disais, je suis pas devenue rédactrice web parce qu'en fait, tout s'est enchaîné et là, je pouvais pas gérer d'aller chercher des clients, etc. Mais du coup, c'est très symbolique pour moi enfin, toute cette période où j'ai travaillé sur mes deux romans, je travaillais aussi sur ta formation en même temps. Donc voilà, la boucle est bouclée. Tu vas pouvoir faire profiter de tes talents à d'autres élèves en formation. Et on peut te retrouver, donc tu as une chaîne YouTube, tu as ton blog Fais-en un livre, je mettrai le lien dessous et voilà. Et tu proposes aussi donc ce kit de démarrage pour ceux qui veulent démarrer et ensuite
pour ceux qui veulent aller plus loin, tu proposes des masterclass aussi. Voilà, c'est ça, oui. Alors là, pour le moment, il y a la masterclass. Il y a une masterclass qui tourne, hein, qui a des élèves où on travaille en fait sur justement, j'ai une idée, comment je la développe, comment je viens regarder si j'ai bien exploité tout son potentiel, comment je la structure, etc. pour arriver à la fin avec un plan ultra détaillé qui pour moi est voilà, la feuille de route pour ensuite passer à l'écriture de façon sereine parce que en fait se lancer dans l'écriture de but en blanc c'est pas ça peut marcher hein, mais c'est quand même plus risqué et du coup moi j'avais beaucoup de questions de gens sur cette première phase sur à quoi il faut faire attention, comment je structure, j'ai plein d'idées ou alors je commence à écrire et j'ai plus d'idées au bout de 3 chapitres. Et je sais que voilà, j'ai donné ma façon de faire, mes trucs, mes astuces. Ça me fait rire parce que dans un cours, je parle justement des moments où on est en train de faire la vaisselle et où on a une idée qui vient Ah, et comment on fait. Et voilà, donc là, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait cette masterclass qui dure un mois pour ceux qui vraiment sont assidus. Et j'essaye de construire quelque chose d'un peu plus large parce que voilà, il y a toute l'écriture après qui vient et qui est aussi un gros morceau. eh ben, merci beaucoup, Cécile, pour ton temps. Merci à toi. On se retrouve très vite et donc on peut te retrouver. Je mets tous les liens dessous sur Faisant un livre Ok. et à bientôt, Ouais, j'espère. avec plaisir.